Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc pour cette première des conférences de la vie culturelle de l'Université de Nîmes pour l'année universitaire 2021-2022. On est très heureux de pouvoir vous accueillir en présence sur site à l'université pour reprendre ce cycle de rencontres avec donc des invités nationaux et internationaux, et donc international vraiment aujourd'hui. Moi je suis Lucille Haute, la chargée de la mission vie culturelle de l'université. Donc c'est ma première conférence organisée à l'université. J'ai été pour cela très largement aidée par Sylvain Olivier, le vice-président formation, qui est lui-même historien et qui du coup a pu faire l'intermédiaire auprès de notre invité pour aujourd'hui, et c'est lui qui va le présenter. Je garde le micro juste un instant pour rappeler quelques petites choses. Donc, comme vous savez, nous sommes en période encore Covid. Donc, je vais vous demander à toutes et à tous de bien garder votre masque, y compris sur le nez, s'il vous plaît. Bien entendu, vous avez le droit de boire une gorgée d'eau quand vous êtes en train de vous sentir desséché, mais vous remettez le masque, y compris sur le nez, lorsque vous avez bu votre gorgée d'eau, s'il vous plaît. Je vous demande également de bien vouloir mettre vos téléphones en silencieux, en vibreur, voire complètement éteints. Ce sera ce qui sera le plus confortable pour tout le monde. Et mon dernier point est de également vous convier aux prochaines conférences de la vie culturelle de l'Université de Nîmes. La prochaine, ça sera le 23 novembre avec Catherine Gell, qui est une historienne du design. Ensuite, ça sera le 9 décembre avec Pierre Dichoulio, qui est un dessinateur de caractère, artiste et typographe, qui va donc venir à Nîmes. Et ensuite, on se retrouvera en 2022 avec Julie Crène, qui est critique d'art, qui viendra le 7 février. Et enfin, le 24 mars, avec Philippe Lyotard, qui est un spécialiste des modifications corporelles, depuis tout ce qui est un petit peu underground, tatouage, implants, jusqu'aux modifications corporelles liées au sport, donc y compris les implants, mais plutôt pour les athlètes handisport. Voilà le programme tel qu'il est acté pour cette année. Et peut-être y aura-t-il encore une date en plus en janvier, mais qui n'est pas encore fixée. Nous avons un petit trou sur le mois de janvier. Je passe la parole à Sylvain Olivier, qui va pouvoir présenter notre invité. Merci Lucille. Merci de nous accueillir, les historiens, pour cette première conférence culture. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venus nombreuses et nombreux aux étudiants. C'est surtout pour eux que sont faits ces événements, mais c'est aussi des événements qui sont ouverts sur la ville. Alors il y a quelques personnes qui sont venues de l'extérieur et on les remercie, on les félicite également. Benoît Grenier, mon collègue de l'université de Sherbrooke, qui enseigne l'histoire moderne, ou dirons-nous l'histoire du Québec pré-industriel, c'est comme ça que tu te définis, pour une histoire qui va du XVIIe siècle, le début de la période coloniale du Québec, jusqu'au XIXe siècle, donc un petit peu plus tard que ce qu'on fait ici en histoire moderne selon les découpages français. Benoît est quelqu'un qui a fait sa thèse en 2005 en co-tutelle entre l'Université de Laval-Québec et l'Université de Rennes 2. C'est quelqu'un qu'on connaît dans les réseaux d'historiens ruralistes depuis l'époque de sa thèse, où il a eu l'occasion de venir en France et puis depuis il est revenu régulièrement. Sa thèse d'ailleurs a été publiée aux presses universitaires de Rennes et c'était une thèse sur les seigneurs, les paysans, cette histoire de la Nouvelle-France des XVIIe, XVIIIe et je crois déjà XIXe siècle, si je ne me trompe pas. Benoît Grenier travaille sur la seigneurie, sur l'histoire rurale en général et notamment sur l'histoire des femmes, qui est aussi une de ses thématiques de prédilection. Il viendra aussi, tant que j'y pense, parler de l'histoire du Québec dans l'émission Twitch Le Roi de l'Histoire, demain, chez Nicolas Leroy, je crois que c'est à la même heure, ça doit être à 18h. Et c'est aussi diffusé en direct sur Internet et on peut le voir également en différé. Là, on est en train d'enregistrer la conférence et l'objectif, c'est aussi de pouvoir la diffuser dans quelques heures ou dans quelques jours sur Internet pour ceux qui ne pourraient pas suivre à cause notamment des questions de passe sanitaire.
Donc j'ai le plaisir de rencontrer cette fois en France, ici, Benoît Grenier. Je l'ai déjà croisé plusieurs fois en France. Et il m'avait accueilli aussi très gentiment en 2019, où j'avais eu l'occasion d'aller parler à Sherbrooke de la seigneurie dans le sud de la France. Donc une seigneurie du XVIIe et du XVIIIe siècle qui était en train de tomber en désuétude, de peu à peu s'effilocher par rapport à la seigneurie médiévale. Et Benoît Grenier vient, lui, aujourd'hui nous parler de la seigneurie au Québec, à cette même époque et jusqu'au XIXe siècle. Et là-bas, au contraire, c'est une seigneurie qui est institutionnalisée au XVIIe siècle et qui est extrêmement vigoureuse au XVIIe, au XVIIIe et ensuite qui a du mal à disparaître au XIXe et même au XXe siècle. Et donc, il va venir nous présenter surtout un documentaire qu'il a fait avec une réalisatrice qui est aussi une enseignante vacataire que j'avais croisée là-bas à l'université de Sherbrooke. Et c'est donc un documentaire qui parle d'histoire, mais qui parle aussi finalement de la mémoire de la seigneurie, de ce qui reste au XXe siècle et même au début du XXIe siècle. Et je trouve que ça résonne beaucoup, cette histoire orale, cette enquête orale, ce documentaire, avec ce qu'on est en train d'essayer de faire à l'université de Nîmes, avec notre tout nouveau master, dont certains étudiants sont présents ici, le master d'histoire vivante, où il y a vraiment un lien entre l'histoire et les enjeux les plus actuels. Voilà, je ne voudrais pas être plus bavard. Je crois que je vous ai à peu près présenté notre conférencier et que je n'ai rien oublié d'important dans ce que je voulais vous dire à son propos. Donc Benoît, je vais peut-être te laisser le micro. Et puis, je vais m'asseoir moi aussi. Merci d'avance pour ta remarquable conférence, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Sylvain. La pression est mise. Alors, merci. C'est un grand privilège d'être le premier de cette série de conférences de votre année culturelle, de venir de loin pour vous présenter cette conférence. Je ne vais pas m'éterniser, mais effectivement, Sylvain Olivier a bien mis la table. Nous avons, dans l'histoire du Canada, dans l'histoire du Québec, l'histoire de ce qu'on appelle au XVIIe siècle la Nouvelle-France. Donc, nous avons l'institution millénaire de la seigneurie qui s'implante dès les commencements du processus de peuplement colonial français en Amérique du Nord. Donc, dès les années 1620. En fait, on va bientôt entrer là, dans les 400e anniversaires de toutes les seigneuries, les unes après les autres. Alors, la marque du commencement, elle est claire, elle est institutionnalisée, elle est dans les archives pour chacune des seigneuries et à l'intérieur de ces seigneuries pour chacun des lots des paysans, pour chacune des censives. Alors, nous avons un début qui est clair. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est que la fin est beaucoup plus difficile à documenter que le début. En fait, il y a plusieurs fins. C'est un peu comme un film dont on peut choisir la fin. Vous allez voir. Il y a la fin attendue. On pourrait dire 1760, guerre de 7 ans. La Nouvelle-France est conquise par les Britanniques. Alors, a priori, on s'attendrait à ce que les institutions françaises, à commencer par la seigneurie, la religion catholique, la coutume de Paris qui est imposée exclusivement en Nouvelle-France, que tout ça cesse. Or, ce n'est pas du tout ce qui se produit. Contre toute attente, les Britanniques et la conquête britannique du Canada aura pour effet de pérenniser, de faire perdurer non seulement le régime seigneurial, mais aussi la religion catholique, le droit coutumier français et même par-delà la Révolution française. Alors on aura au 19e siècle, alors que la France aura, on peut dire, tourné la page, on aura au 19e siècle un vestige ou des vestiges de France en Amérique du Nord. Et on va voir qu'à l'exemple de la seigneurie, encore une fois, il y a d'autres dates attendues. La date officielle sur laquelle normalement les historiens s'entendent pour dire que c'est la fin du régime seigneurial, c'est 1854. 1854, il y a une loi adoptée par le Parlement du Canada à l'époque qui s'intitule « Acte pour l'abolition des droits et devoirs féodaux dans la province du Bas-Canada ». Alors, quand j'ai
rédigé ma thèse, ma date terminale, c'était 1854, comme la plupart des travaux en histoire du régime seigneurial au Québec. Alors, 1854, la loi nous dit que c'est terminé. Mais déjà, quand je complétais ma thèse, et c'était, je pense, les dernières lignes de mon introduction, j'avais bien le sentiment que 1854 était peut-être davantage un début, un nouveau commencement qu'une fin. Alors, je vais essayer de vous récapituler très sommairement dans les prochaines minutes les grandes lignes pour comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, je vais laisser la parole à ces témoins que nous avons interviewés avec mon équipe de recherche. Alors, vous voyez derrière moi des articles de journaux datant de 1940. Alors, à la une de ces journaux, évidemment, on parle des événements de la Seconde Guerre mondiale, le discours d'Hitler à Munich, Mussolini repoussé sur le front. Ça tient beaucoup plus d'espace, on le comprend, mais à travers des entrefilets, nous rappelle que les rentes seigneuriales disparaissent dans la province de Québec. En effet, c'est le 11 novembre 1940 que sont versées, de personne à personne, dans la plus pure tradition des droits seigneuriaux et des traditions médiévales, que sont versées de personne à personne, des censitaires à leur seigneur, des rentes. Le 11 novembre 1940. 11 novembre, c'est la Saint-Martin d'hiver. C'est une date assez fondamentale dans les sociétés rurales anciennes. Et en Nouvelle-France, c'est la date presque systématique du versement des rentes annuelles. Parfois la Toussaint, mais le plus souvent le 11 novembre. Alors, 11 novembre 1940. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1854 et 1940? C'est ce qu'on va essayer de résumer assez succinctement. Mais d'abord, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que ce territoire seigneurial? Vous avez derrière moi la carte du Québec. Pourquoi je vous parle des seigneuries du Québec? Ça peut sembler anachronique. Au 17e, 18e siècle, on parlera plutôt de la Nouvelle-France et on désigne la vallée du Saint-Laurent comme étant le Canada à cette époque. Donc, le Canada d'aujourd'hui, du Pacifique à l'Atlantique, c'est venu beaucoup plus tard. Alors, à l'époque, ceux que l'on désigne comme les Canadiens, ce sont les populations de souche française établies dans la vallée du Saint-Laurent. C'est le cœur de la Nouvelle-France, c'est la zone la plus densément peuplée, et c'est là donc que se sont installés les colons français au 17e siècle, et c'est là qu'on a concédé quelques 300 ou 400 seigneuries. Ça peut paraître très peu en comparaison des quelques 40 000 seigneuries qui parsèment le territoire du royaume de France. Mais certaines de ces seigneuries sont grandes comme des provinces de France. L'île d'Anticosti, que vous apercevez dans le golfe du Saint-Laurent, c'est la Corse. C'est exactement la superficie de la Corse, et c'est une seigneurie. Alors, ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Elles n'ont pas toutes cette dimension, mais nos seigneuries, elles sont très vastes, et ce sont d'abord et avant tout de grands territoires forestiers, pour la plupart, qui n'ont dans l'esprit des colonisateurs français du XVIIe siècle à peu près aucune valeur tant qu'elles n'ont pas été mises en valeur, puisque finalement ce qui fait la terre, ce qui fait la richesse de la terre, en Nouvelle-France comme en France, dans l'esprit des hommes et des femmes du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est l'agriculture, c'est la mise en culture du sol. Et une fois ces seigneuries progressivement octroyées en parcelles, en censives, à des paysans, on les appelle les habitants la plupart du temps en Nouvelle-France, progressivement, ces seigneuries deviennent plus ou moins lucratives pour les seigneurs qui, après plusieurs générations, pourront vivre de ces rentes seigneuriales. Mais ce n'est pas du tout le cas au XVIIe siècle. La plupart de nos seigneurs, ils sont absents, souvent désintéressés de leur vaste seigneurie forestière. Ils sont officiers dans les troupes, ils sont marchands, ils sont rarement, dans les faits, des nobles de haute volture. Ce sont souvent des roturiers, le plus souvent bourgeois, parfois même très, très modestes roturiers. Alors, on a toutes sortes une grande typologie parmi les propriétaires de seigneuries. Et il faut aussi noter que plus on va vers l'est, plus on s'éloigne du noyau de peuplement, où on retrouve les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Et plus on va vers l'est, plus on a affaire à des seigneuries qui ne sont pas des seigneuries destinées vraiment au peuplement, mais plutôt des seigneuries d'exploitation des ressources, essentiellement les ressources halieutiques, les pêcheries dans l'estuaire du Saint-Laurent ou à l'île d'Anticosti, et traite des fourrures aussi. Donc, fourrures avec les populations, traite avec les populations autochtones, bien que l'essentiel de la traite des fourrures se fasse
beaucoup plus à l'ouest, dans l'intérieur du continent, dans la région des Grands Lacs. Mais la plupart des seigneurs ont, dans leurs actes de concession de seigneurie, des autorisations pour faire la traite des fourrures. Donc, retenons cette idée que certaines seigneuries plus à l'ouest et plus au cœur de la colonie vont être assez densément peuplées, tandis que celles plus à l'est demeureront largement inhabitées selon les standards européens, évidemment, et surtout destinées à exploiter les ressources. Mais dans un cas comme dans l'autre, les seigneurs visent évidemment à tirer profit de leur seigneurie. Évidemment, les archives de la Nouvelle-France sont riches. On a la documentation dès le début. Nous avons, sauf exception, les chaînes de tous les propriétaires seigneuriaux de toutes les seigneuries, ce qui permet de bien documenter évidemment, la question. Nous avons, avec mon collègue Alain Laberge de l'Université Laval, achevé et bientôt sera mis en ligne avec cartographie à l'appui, le répertoire des seigneuries du Québec, donc qui recense toutes les seigneuries, tous les propriétaires de chacune des seigneuries sur la longue période, donc des origines. Le début peut varier d'une seigneurie à une autre, mais la fin, on le verra, c'est 1940. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai terminé ma thèse à l'année 1854. C'est la loi abolissant les droits et devoirs féodaux dans le Bas-Canada. En effet, 1854, après, je dirais, un demi-siècle de débats, de pétitions, de commissions d'enquête pour déterminer comment mettre fin à un régime féodal qui apparaît de plus en plus anachronique au milieu du 19e siècle, alors que les villes deviennent de plus en plus denses, Montréal est une seigneurie. Alors, vous voyez les problèmes que commencent à poser les monopoles seigneuriaux, les droits de banalité, les droits de mutation foncière. Alors, tout ça devient nettement de plus en plus problématique en ville et dans les campagnes aussi. Les droits liés aux moulins, par exemple, placent les seigneurs en position nettement privilégiée face à d'autres entrepreneurs potentiels. Alors, tout le monde s'entend pour dire qu'il faut abolir, mais on n'est pas en contexte révolutionnaire, donc il faut indemniser ces seigneurs. Et voilà un peu pourquoi ça prend du temps. Et en 1854, le 18 décembre 1854, la loi d'abolition reçoit la sanction royale de Sa Majesté, la reine Victoria, et fin du régime seigneurial. Mais une fin avec des indemnisations pour les deux volets, et on pourrait retourner à Marc Bloch, pour ce que les deux volets de la seigneurie, ou les deux composantes de la propriété seigneuriale, c'est-à-dire la propriété utile et la propriété éminente. En deux mots, la propriété utile, dans le contexte de la Nouvelle-France, les domaines des seigneurs, leurs propriétés, mais aussi tout ce qu'il reste à être octroyé, tout ce qui est à l'état de forêt encore. Et si je vous ramène revoyez dans votre tête la carte, l'île d'Anticosti, grande comme la Corse, c'est un vaste domaine seigneurial où il n'y a aucun habitant, aucun paysan. Alors, la loi d'abolition va tenir compte de la propriété utile, mais va aussi tenir compte de la propriété éminente, c'est-à-dire des droits seigneuriaux qui pèsent sur chacune des parcelles que les seigneurs ont concédées depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans. Alors, dans le premier cas de figure, la loi prévoit que toutes les terres, tous les domaines seigneuriaux et toutes les terres non concédées deviennent propriété pleine et entière des seigneurs en 1854. Donc, on les laisse finalement en propriété privée, à l'extérieur du cadre seigneurial, d'immenses propriétés foncières, qui fait d'eux, près des villes, des entrepreneurs immobiliers potentiels. Beaucoup de villes vont se développer au tournant du 19e siècle, du 20e siècle, et dans les zones rurales, et surtout dans l'est de la province, on leur octroie des territoires démesurés. Et on verra qu'il faudra au gouvernement de longues années pour résoudre la quadrature du cercle. Je vous donne un exemple ici. Derrière moi, vous voyez une carte actuelle tirée du site Internet du Séminaire de Québec. Le Séminaire de Québec, fondé en 1663 par le premier évêque de la Nouvelle-France, est toujours aujourd'hui propriétaire de ce qu'il appelle sa seigneurie de Beaupré. Évidemment, le régime seigneurial est aboli depuis 1854, mais en 1854, le séminaire possédait encore 1600 km² de forêt qui deviennent
propriété privée du séminaire et sur lesquels la vénérable institution va exploiter les forêts pendant 150 ans, en fait jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le cas, et depuis 2009 développe le plus grand projet d'énergie éolienne de l'histoire du Québec. Alors vous voyez jusqu'où va cette décision de la loi de 1854. Alors ça c'est un exemple, 1600 km² de forêt, hein, c'est évidemment immense. Et l'île d'Anticosti, qui est l'exemple ultime, que vous voyez la grande île derrière, eh bien, va être entièrement la propriété des seigneurs qui vont finir par la vendre à un certain Henri Meunier à la fin du 19e siècle. Henri Meunier, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Henri Meunier, c'est le magnat du chocolat parisien. Il a son hôtel particulier près du parc Monceau à Paris. Il fait fortune avec, évidemment, le chocolat dans le contexte impérial du tournant du 19e siècle. Et lui, il décide de s'acheter, ni plus ni moins, qu'une seigneurie au Canada, et il y établit un petit paradis de chasse où il fait installer 200 cerfs de Virginie, qui sont aujourd'hui 200 000, et l'île d'Anticosti demeure encore aujourd'hui le paradis des chasseurs. Bon, la famille Meunier n'est plus propriétaire de l'île d'Anticosti, je vous rassure, mais il a fallu attendre 1972 pour que l'État québécois rachète à grands coups l'île d'Anticosti, qui donc avait échappé à l'État au 19e siècle. Alors ça, l'héritage de cette propriété utile. Un mot peut-être sur la propriété éminente. Alors, on voulait aussi indemniser tous les droits des seigneurs sur les parcelles concédées au fil du temps. L'État va mettre la main à la caisse et va fournir une bonne partie de ces dédommagements pour la plupart des droits, pour la banalité, pour les droits de mutation, par exemple, les droits de lots et ventes. Mais on laissera à la charge des habitants le rachat des rentes seigneuriales. Et la rente seigneuriale, c'était quand même le droit le plus lucratif des seigneurs dans les seigneuries canadiennes. Sauf que nos paysans du 19e siècle ont peu de capital, alors on va financiariser, si vous voulez, la rente seigneuriale, et plutôt que de les obliger à racheter leur rente en 1854, on leur permet de payer à perpétuité une rente constituée qui équivaut à l'ancienne rente seigneuriale, et on financiarise sur la base d'un intérêt à 5 % à un capital donc équivalent à, pour faire une histoire courte, 17 années de rente seigneuriale. Alors, si on veut racheter sa rente, on se présente chez le notaire, on obtient quittance du seigneur pour l'équivalent donc de 17 années de rente seigneuriale. Les recherches que j'ai menées avec mon équipe ont montré que 90 % des anciens censitaires vont se prévaloir de la seconde option, c'est-à-dire payer une rente constituée à perpétuité et ne rachèteront pas la rente. Il faut attendre les années 1920-1930, donc le 20e siècle, bien avancé, pour que le gouvernement du Québec dise « là, on a un problème, parce qu'on a l'ancien territoire seigneurial, non, ça va, je pense que c'est moi qui l'avais accroché. Alors, on voit le territoire seigneurial, mais tout autour, les Anglais n'ont pas aboli, mais ils ont maintenu le cadre seigneurial là où il était déjà établi. C'est-à-dire qu'en dehors de cette zone, on a des terres qui ne sont pas des terres seigneuriales, des terres qu'on dirait en alleux, selon l'ancien vocabulaire français, ou en franc et commun socage, selon la pratique anglaise. Alors, on se trouve dans la province de Québec avec, on pourrait dire, deux classes de citoyens, ceux qui payent encore des rentes constituées, qu'on appelle encore rentes seigneuriales, à ceux qu'on appelle encore des seigneurs, et eux, on les appelle encore des censitaires. D'ailleurs, la loi d'abolition, et moi, c'est ce que je trouve le plus parlant, la loi d'abolition dit que les détenteurs de ces nouvelles rentes constituées seront désignés seigneurs et que les débiteurs de ces rentes seront désignés comme étant censitaires. Alors, finalement, la loi de 1854 perpétue non seulement le lien qu'elle cherchait à abolir, le lien féodal dans une certaine mesure, mais elle perpétue même le vocabulaire féodal. Alors, vous me direz, bon, en 1920, en 1930, compte tenu qu'il n'y a pas indexation de ces sommes, compte tenu de l'inflation, ce sont des montants qui sont souvent minimes. On peut se demander d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas été racheté cette fameuse rente?
La plupart vont dire que bon, les habitants étaient un peu routiniers, conservateurs, habitués à la tradition. Il faut aussi considérer que le coût de l'acte notarié pour le rachat et pour la quittance était probablement plus important que la valeur du capital à payer. Donc, à un moment donné, on se disait pourquoi on irait chez le notaire? Ça n'apporte aucune valeur additionnelle à notre terre, à notre propriété en cas de vente. Donc, le gouvernement agit dans les années 1930, fonde un organisme qui s'appelle le Syndicat national du rachat des rentes seigneuriales, qui n'a rien de syndical, c'est plutôt une corporation, qui a pour but de mettre fin ultimement, et détermine qu'en 1940, on arrêtera de payer ces rentes. Mais attention, on ne fait de cadeau à personne et on ne prive les seigneurs d'aucun dollar qui leur est dû. On va faire dans les années 1930 des terriers, comme aux belles heures du Moyen Âge, dans chacune des anciennes seigneuries, et là, on va songer à recourir aux villes, aux municipalités qui sont bien établies à l'époque. Il y a à peu près 800 villes et villages dans les quelques 200 seigneuries où on paie encore des rentes. Alors là, on va utiliser les municipalités pour faire ces terriers et les seigneurs qui se prétendent comme tels devront donc montrer tous les titres en vertu desquels ils ont hérité de leur arrière-grand-père qui était seigneur en 1854 ou par lesquels ils ont acheté leur propriété. En fait, ils ne possèdent plus des seigneuries, mais ils possèdent des droits sur des rentes. Une fois que les seigneurs ont montré patte blanche, cet organisme va émettre des chèques à chacun de ces individus. En moyenne 6 000 $, mais certains recevront des 100 000 $, d'autres 6,32 $ pour chaque membre de la famille Lauzeau à la baie du Fèvre. Alors, tous les seigneurs n'étaient pas d'aussi grands propriétaires fonciers. Et par la suite, on ne fait pas de cadeaux aux censitaires qui, eux, vont verser dorénavant une taxe municipale, une nouvelle taxe municipale qui va servir à amortir un emprunt fait par le gouvernement pour payer les seigneurs. Et la loi de 1935 prévoit que cette taxe seigneuriale, parce que là, on n'ira plus chez son seigneur, mais on va payer une portion de taxe municipale à chaque année pour racheter les rentes seigneuriales, on prévoit que cette taxe sera payée jusqu'en 1981. Alors là, c'est vraiment hier. Sauf qu'en 1970, les taux d'intérêt étant très bas dans les années 40-50, l'emprunt est remboursé et le gouvernement informe les villes et villages qu'ils n'ont plus à collecter cette taxe. Donc, et le dernier versement de cette taxe des municipalités vers l'État, c'est le 11 novembre, parce que c'était encore le 11 novembre que les municipalités devaient verser leur montant au gouvernement. Vous voyez la trace, encore une fois. Ce sera le 11 novembre 1970. Alors, je reviens au début. Un début bien clair, mais une fin qui aurait pu être en 1760 avec le début du régime anglais. Non. Les Anglais maintiennent, font d'autres choses autour, mais n'abolissent pas. Ils superposent, comme fait souvent l'Angleterre. 1854, légalement, c'est la fin, mais une abolition qui n'abolit que partiellement, et c'est le début d'un lent processus d'extinction qui laisse des seigneurs, qui laissent des censitaires et qui laissent surtout, rappelons-nous, de grands propriétaires fonciers. Et parfois, ce sont les mêmes personnes qui possèdent à la fois les droits sur les rentes et qui possèdent des terres. Parfois, ce sont des individus différents. Et donc, 1940, alors là, on rompt le lien seigneur-censitaire, on n'ira plus payer de personne à personne, mais nos anciens censitaires paieront des taxes municipales jusqu'en 1970. Donc, toute cette histoire-là que j'avais vue dans les archives, je sentais aussi qu'il demeurait, même s'il commence à être tard, une certaine mémoire vivante, parce que quand je donne des conférences un peu partout, on me racontait. Avez-vous entendu parler d'une telle? Avez-vous eu connaissance de telle histoire? Oui, moi je me souviens, j'allais payer avec mon père la rente. Alors, c'est comme ça qu'en 2010-2012, je me suis lancé dans un projet d'enquête orale.
moi qui suis plutôt un historien, on dirait ici moderniste, je me suis dit, mes collègues qui font du contemporain, ils n'ont aucun intérêt pour les questions féodales, eux, ils veulent voir la modernité qui apparaît, ils ne veulent pas voir les résidus et les archaïsmes. Alors je me suis lancé et j'ai pu compter sur l'appui donc d'une équipe, des étudiants, une cinéaste qui est embarquée avec moi dans cette aventure, et sur le Musée de la mémoire vivante, qui a accepté de collaborer. On est en train de monter une exposition sur cette question. Et aussi, donc, le musée a la vocation de collecter les témoignages oraux. Alors, l'enquête s'est avérée une enquête orale, et dès le début, on a pris notre parti de filmer les entretiens, parce que j'avais la chance de pouvoir m'appuyer sur Stéphanie Lantier, qui malheureusement ne pouvait pas venir avec moi, mais qui est la réalisatrice du film. Stéphanie Lantier est historienne, cinéaste, et avec elle, on a parcouru le Québec à la recherche de cette mémoire vivante, tout en étant bien conscient qu'elle aurait été encore plus vive il y a 50 ans si mes prédécesseurs s'étaient lancés dans cette enquête, mais qu'il valait mieux maintenant que jamais. La recherche s'est poursuivie jusqu'en 2018. On a rencontré des témoins. On a parcouru 15 000 kilomètres aux quatre coins du Québec, des descendants de familles nobles, de familles roturières, de familles francophones, anglophones, que vous verrez dans le film. Des gens de plusieurs générations. Dans certaines familles, on a rencontré grands-parents, parents, petits-enfants. Et maintenant, les témoignages complets, parce que ce que vous verrez dans le film, c'est évidemment un choix. On leur a donné la parole. On leur a demandé de nous raconter leur compréhension, leur histoire, leur mémoire seigneuriale. Ils ne prétendent pas, et je ne prétends pas, qu'ils vous racontent l'histoire de l'abolition. C'est là que je suis en train de l'écrire dans un nouveau livre. Mais voilà un peu comment ils ont, dans ces familles et dans certaines institutions, conservé cette mémoire. Je passe rapidement pour aller au film. Donc, voilà. 3 axes. Vous en verrez 2 dans le film. La mémoire de ces familles, c'est d'abord ces gens, ces individus qu'on a qualifiés d'anciens seigneurs, que l'on a voulu rencontrer. Également aussi ceux qui se sont souvent manifestés à moi et qui n'étaient pas des descendants de familles seigneuriales, mais qui, pour toutes sortes de raisons, avaient un lien ou un attachement fort avec cette mémoire, soit parce qu'ils avaient acquis au fil du temps un patrimoine seigneurial, des manoirs, des moulins. On n'a pas vraiment de château au Canada, vous verrez. Nos manoirs, ce sont de grosses résidences cossues, mais qui sont assez modestes, au fond. Mais aussi parfois des gens qui nous relaient la mémoire de familles qui se sont éteintes, donc qui n'ont pas laissé de traces de descendants. Alors, vous en verrez dans le film. Et le 3e axe, lui, on ne l'a pas inclus dans ce film parce qu'on a fait un film à part. C'est cette mémoire institutionnelle, notamment celle des institutions religieuses qui possédaient des droits seigneuriaux ou des terres seigneuriales, comme le Séminaire de Québec, dont je vous parlais tout à l'heure, ou le Séminaire Saint-Sulpice de Montréal. Sur la page web associée à ma recherche à l'Université de Sherbrooke, on a le descriptif du projet. On peut retrouver le film de ce soir. Si jamais certains d'entre vous avaient à quitter à la hâte, vous pouvez le voir. Il est maintenant accessible en ligne en entier. Et 5 autres documentaires, courts-métrages, que nous avons réalisés sur des thématiques particulières qui ont émergé au cours de cette recherche, notamment la question de la mémoire des familles anglophones, qui a vraiment été, qui s'est avérée assez prégnante. Alors là, on va essayer, Sylvain, de passer au film en espérant que tout se passe aussi bien que quand on a testé. Alors l'idée, le film dure 1 heure. On va se placer dans le noir et ensuite, il nous restera donc une 20aine de minutes pour la période de discussion. Je trouve ça formidable que vous vous intéressiez à ce régime seigneurial qui est très peu connu finalement. Et entre nous, c'est des seigneurs, mais ce n'est pas des aristocrates. Ce sont nos seigneurs à nous qui étaient souvent plutôt des intendants et qui finissaient par acquérir une seigneurie qui était un lot. Merci, on y est arrivé, c'est bon.
On a grugé quelques minutes, mais je pense qu'il nous reste un petit peu de temps pour discuter. Je ne sais pas si vous avez à chaud des commentaires, des compléments d'informations requis, des questions. C'est le moment. Soyez à l'aise. Du coup, c'est une remarque qu'on se faisait, là, en échangeant, que vous disiez qu'il n'y a pas, en tant que tel, avec l'octroi de seigneurie, 17e, 18e, il n'y a pas d'anoblissement. Et pourtant, là, tout ce qui ressort des témoignages que vous avez livrés, collectés patiemment, c'est que dans les faits, par la praxis, il y a une forme d'anoblissement qui se délivre et puis qui reste finalement dans leur mémoire, qui intervient de partout, de la décoration jusqu'à énormément de caractéristiques. Vous avez raison. Vous avez raison en ce sens que il y a une distinction qui se met en place de toute évidence entre ces familles et le reste de la communauté, avec des degrés divers, parce qu'on a des familles qui sont des individus, parce qu'il y a une part aussi de conscience personnelle là-dedans, des individus et des familles qui sont plus conscientes d'elles-mêmes et qui sont conscientes notamment d'appartenir à une lignée noble, mais même une famille comme les Rioux à Trois-Pistoles qui sont tout à fait des gens modestes, disons, qui sont davantage fiers de l'ancêtre qui a fondé la localité, mais qui n'a pas du tout une origine noble. On a cette fierté des racines, des origines. Ça, c'est présent partout. Et puis, évidemment, là, on le ressent bien. Vous avez raison. Bien entendu, il faut être conscient qu'il y a un premier biais, c'est que les gens qui ont répondu à mon appel, ce sont des gens pour qui cette mémoire-là veut dire quelque chose. On s'en doute bien, là, au sein des mêmes familles, on va retrouver des individus pour qui ça n'a pas la même signification et des familles entières qui ont peut-être oublié ce bagage ou qui sont partis. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a vous avez vu des francophones, des anglophones, c'est assez représentatif, je dirais, du groupe des seigneurs à la fin du régime seigneurial. Cette disparité sociale, ethnique et autres. Là. Et des individus comme les Lobinières, ils habitent à Vancouver, ils reviennent annuellement sur la seigneurie familiale, participer aux événements. Donc, il y a quelque chose qui, dans certains cas, est très, très puissant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la réflexion. Là, mais bon, c'est où? Tiens, vas-y. Bon, j'en profite alors. Juste pour te demander une petite précision sur ce musée de la mémoire vivante. Oui. Donc, visiblement, ça t'a servi pour la collecte d'entretien, pour les déposer là-bas. Oui. Est-ce que c'est un musée qui est ouvert au public, où il y a des choses exposées? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, d'abord, le bâtiment lui-même, c'est la reconstitution à l'identique d'un manoir seigneurial qui avait brûlé au début du 20e siècle et qu'une association locale a créé une fondation pour être capable de reconstruire donc sur le même site, à côté des ruines, en fait, le bâtiment. Alors, on a vraiment reconstruit dans sa volumétrie du 19e siècle, probablement. Et le seigneur qui habitait là, Philippe Aubert de Gaspé, c'était aussi un de nos premiers romanciers canadiens-français. Et lui, ses romans étaient largement inspirés de la tradition orale. Et donc, c'est de là que vient l'idée d'en faire un musée axé sur la mémoire, la tradition orale, le savoir populaire. Donc, oui, il y a des expositions qui sont à la fois des thématiques sur des objets. Par exemple, il y a eu une exposition sur la naissance, accouchée à l'époque, là, au milieu du 20e siècle. Donc, les expos sont toujours réalisées avec des capsules, souvent audio. Bon, dans le cas de l'expo qui va être faite à partir de mes témoignages, là, on a du visuel. Souvent, c'est l'audio. Alors, c'est du multimédia et aussi des objets qui sont dans la muséographie. Il y a eu une exposition sur le hockey en ce moment. Donc, les thématiques sont très variables. Ouais. Nombreuses. Ok, je te remercie beaucoup. Ouais. Et pour prendre vraiment le contre-pied, est-ce que vous avez rencontré, au cours de vos recherches, enregistrements d'entretien, au contraire, une mémoire hostile au souvenir du régime seigneurial? C'est la question. C'est sûr que si on s'en tient à cette lecture,
en particulier celle des Pardon, familles. c'est très français du coup. Bien comme, entendu, demande. on est dans l'idéalisation, dans une mémoire de la bonne entente, autant entre les francophones, les anglophones, que sur le rapport de classe. Cela dit, bien sûr, l'historien, moi, je sais que dans les archives, c'est tout autre chose. Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il y a cette construction mémorielle familiale qui a un peu oublié, effacé volontairement ou non les tensions. Mais ce qui ressort aussi, c'est que même quand on interviewe, je dirais, la mémoire des censitaires, donc les personnes âgées qui ont des choses à livrer, ce sont aussi ces témoignages idéalisés. Et là, il est clair que, bon, il y a une explication longue et il y a une explication courte. L'explication longue, pour moi, c'est de réfléchir au fait, justement, de la lente extinction de ce bagage. On n'a pas une rupture révolutionnaire, on a une disparition qui est très progressive, alors que de ce rapport, parce que c'est quand même un rapport de pouvoir, un rapport d'altérité qui a été très fort dans l'histoire du Québec, mais on l'a oublié. Et l'historiographie et les manuels scolaires ont donné pendant 100 ans une lecture extrêmement idéalisée comme ça. Alors je pense qu'à la fois, il y a la mémoire familiale qui a nourri leur conception des rapports seigneurs-censitaires. Par exemple, je pense à Mme Marie-Josée Raymond qui dit « c'était des seigneurs, mais ce n'étaient pas des aristocrates ». Mais consciemment ou non, il y a aussi tout ce que l'école, tout ce que les musées, la tradition, on pourrait même parler un peu de l'invention d'une certaine tradition seigneuriale à cet égard-là. Ça, c'est sûr. Là, je suis en train d'écrire le livre. Je vais analyser tout ça plus finement, mais dans le film, je voulais quand même leur laisser la parole. Et pour terminer, ce rapport de pouvoir, on l'a un peu oublié, je pense, mais surtout, si on l'oppose à l'autre grand rapport de domination dans l'histoire du Québec, qui, lui, est beaucoup plus vif dans les mémoires, c'est le rapport du religieux. Parce que la religion catholique a été omniprésente au Québec jusqu'à la fin du 20e siècle. Il faut attendre les années 1960 pour voir une rupture, parce que jusque-là, autant l'éducation que les hôpitaux, par exemple, c'est entre les mains de l'Église. Et quand on parle à des personnes âgées aujourd'hui, il y a un rapport extrêmement épidermique par rapport au pouvoir du clergé. Mais là, pour moi, ça s'oppose assez clairement. Oui. Mais la fin du pouvoir clérical a été rapide, drastique dans les années 60. Alors que moi, j'étudie l'extinction de quelque chose qui a été tout à fait le contraire, c'est-à-dire lent et un oubli qui est progressif. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments d'explication qui se trouvent là-dedans. Les étudiants, vous avez le droit à la parole aussi, hein? Pas vous gêner. En attendant que les langues se délient, moi j'ai envie de te poser une question par rapport à ton échantillon de personnes interviewées. Donc tu as bien dit que tu as fait parler ceux qui avaient quelque chose à dire, ceux qui avaient envie de parler. Je pense qu'il y en a qui sont extrêmement bavards et enfin, tu guides les questions de temps en temps, on t'attend poser les questions. Il y a aussi le montage ensuite qui intervient pour essayer de faire un petit peu de mise en ordre de thématiques dans tout ça, dans le plan du film. Enfin, on sent quand même que derrière, il a dû y avoir des heures et des heures de bavardage quelquefois qui ont dû un peu digresser. Et est-ce que inversement, tu as eu d'autres seigneurs, parce que finalement, tu as que quelques témoins parmi les centaines de seigneuries. Est-ce que tu en as eu d'autres qui n'avaient pas conscience, enfin, descendants de seigneurs qui n'avaient pas conscience de leur ancêtre, ou qui n'avaient pas envie de parler, ou qui ne voyaient pas d'intérêt? Je vais répondre oui et oui. Oui à tout. D'une part, bon, mais bien sûr, on parle d'une centaine de seigneuries, mais il y a beaucoup de seigneuries possédées par l'Église. Beaucoup de familles possèdent de nombreuses seigneuries. Donc, finalement, le nombre se réduit à un moment donné. Et il faut dire que les individus... Moi, j'ai été un peu à la pêche. Et il y a parfois où ça ne mordait pas. Il y a une famille, qui est probablement une des plus exemplaires de ce qu'on voit dans le film, qui habite encore le manoir seigneurial, qui possède encore toutes les archives de la famille et qui n'a pas voulu. Le patriarche, qui est décédé
à ce moment-là m'a dit ça va me faire plaisir, venez me rendre visite au manoir, je vais vous montrer les papiers, mais pour moi, c'est la famille, c'est pas de l'histoire. Il ne souhaitait pas partager ça. Par contre, tout le monde me parlait de lui dans les autres témoignages. Alors, je connais un peu l'histoire quand même. Donc, ça, c'est un cas atypique parce que la plupart étaient extrêmement fiers et désireux de raconter leur histoire familiale parce qu'ils ont l'impression que c'est peut-être méconnu, même des gens qui habitent la localité maintenant. Et enfin, je dirais aussi que il y a à l'autre extrémité du spectre des familles plus modestes qui avaient, par exemple, acheté les droits sur les rentes seigneuriales au tournant du 20e siècle, mais des familles plutôt de cultivateurs aisés. Donc, leurs descendants ont encore des papiers, le savent. Mais quand j'arrivais pour dire, bon, ben, je viendrai vous rencontrer, telle date, là, ces gens-là, parfois, ils reculaient. Et eux, dans l'impression de, oh, j'ai rien à dire, je ne sais pas ce que je vous dirais. Et c'était difficile d'aller les chercher, ceux-là. Donc, le sentiment, évidemment, les grandes familles qui ont conscience de leur bagage, à qui on a, je dirais, on en a beaucoup parlé, avaient évidemment plus de facilité à se livrer. Et les objets qui sont au musée de la mémoire vivante, c'est notamment des archives que certaines familles ont accepté de confier? Oui et non. Ils ont un certain nombre d'objets, mais ce n'est pas le mandat du musée de recueillir des artefacts. Alors, en général, ils empruntent plutôt à d'autres collections les objets pour leurs expositions thématiques. Eux, ce qu'ils gardent, c'est vraiment des bandes, là, des témoignages. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des studios d'enregistrement. Alors, je ne sais pas, moi, on a une grand-mère dans la région qui veut juste raconter sa vie. On peut aller là avec elle, ils vont l'enregistrer, ils vont conserver. Et peut-être que ça ne servira jamais dans une expo, mais ça pourrait servir à des chercheurs éventuellement. Pas spécialement d'archives papier, mais plutôt, pas dans ce musée. Plutôt la mémoire orale. Pas dans ce musée-là. Et pendant tout ce parcours que j'ai fait, ben, il y a eu un travail aussi de conscientisation, parce que beaucoup de ces familles, et c'est pareil, c'est encore plus vrai en France, préservent des documents originaux sans toujours avoir la conscience de la valeur de ce qu'ils ont entre les mains. Alors, il y a un travail aussi de conscientisation là, sur la valeur de ces documents et de l'intérêt qu'ils auraient peut-être à s'assurer de leur pérennité. D'accord, merci. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que dans vos recherches, vous avez, dans les archives, vous avez vu constater des conflits, de réels conflits entre les censitaires et les seigneurs? Oui, beaucoup. Surtout, je dirais, à partir du moment au 19e siècle où les seigneurs sont davantage présents, les conflits sociaux sont nombreux, que ce soit autour des censitaires qui retirent le ban seigneurial parce qu'ils sont en conflit avec le seigneur, évidemment des conflits relatifs aux rentes, à la perception des rentes seigneuriales. Les conflits sont nombreux. Ils ne sont pas omniprésents, mais on en retrouve évidemment à peu près dans toutes les seigneuries. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de voir que ces conflits documentés par l'archive ne se retrouvent pas dans la mémoire telle que moi j'ai. Et évidemment, les questions sont posées, mais systématiquement, non, pas de conflit, hein, M. Kahn, c'est ce qu'il dit. Alors, il faut, évidemment, ça c'est le travail de l'historien après, là, d'interpréter ces matériaux. Et il faudrait dire aussi que à la fin du régime seigneurial, donc vers 1850, la moitié au moins des seigneuries sont entre les mains de seigneurs, je vais dire anglais, là, dont beaucoup d'Écossais, mais il y a quand même des Anglais, des Anglo-Américains. Et là, il faut quand même penser, il y a un durcissement du cadre seigneurial, des conditions d'accès aux terres plus difficiles, des terres qui se font plus petites parce qu'on prend conscience de la saturation de l'espace et puis de la valeur de ces terres. Et beaucoup de seigneurs anglophones. Alors, on ajoute, je pense, au rapport d'altérité sociale, un rapport d'altérité ethnique, souvent religieux. Alors, vous avez vu que là aussi, tout semble bien aller dans le meilleur des mondes. C'est pas si clair que ça. Mais merci. Ça, on a amplement de livres qui l'ont documenté.
Et bien sûr, quand on fait une enquête sur la mémoire, hein, l'objectif est de comprendre ce que finalement, ce dont on se souvient maintenant et de comprendre pourquoi c'est de cela qu'on se souvient et non pas des conflits. D'autres questions? Non? Vous pourrez m'écrire de toute façon quand vous aurez décanté et si vous vient des questions, des commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Alors, si vous voulez lire du Benoît Grenier, je sais qu'il y a à l'ABU, au rayon, à libre accès, au rayon Histoire d'Amérique du Nord, il y a le petit livre de Benoît Grenier, Brève histoire du régime seigneurial. Oui. Très Pour savoir ce que accessible. je n'ai pas dit ce soir parce que je n'avais pas le temps, il faut aller... Voilà. C'est ça. Donc là, c'est vraiment un livre d'histoire moderne et même avec les fondements de la seigneurie en Europe, au Moyen-Âge. Et puis après, ça part assez vite sur l'Amérique, si je me rappelle bien. Et puis il y a un livre plus important où il doit y avoir aussi des conflits là-dedans, je pense. C'est le livre dirigé par Benoît Grenier et Michel, ça doit être Morissette. Morissette, mais celui dans lequel je relate beaucoup les conflits sociaux, c'est ma thèse en fait, qui est publiée au Pur. Et celui-là, je pense qu'on ne l'a pas acheté à l'ABU, mais je crois qu'il est, qu'il est accessible gratuitement en ligne. Ça se peut, oui, c'est possible au Pur. Les presses universitaires de Rennes, au bout de quelques années, laissent les livres sur Open Edition, à libre accès. Voilà. Bon. Un grand merci encore une Voilà. fois à Sylvain, à l'équipe du CRISE pour cette belle invitation et l'occasion. Alors, Crise, c'est les Montpelliérains. Qu'est-ce voilà. que j'ai dit? Non, parce qu'il est aussi allé présenter Oui, son c'est film vrai. au laboratoire Crise à Montpellier. Voilà. Donc ici, c'est pas Crise, mais enfin, on peut les saluer au passage. Merci. Et vraiment, oui, merci beaucoup d'être venu à Montpellier et à Nîmes. Nîmes. Et on te retrouve demain encore sur Twitch, 18h, je crois. Absolument. Merci.